Nous en sommes donc à la 7e vidéo. Si vous êtes tombé dessus par hasard, je vous invite à regarder les vidéos précédentes dans l'ordre pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Comme je vous l'expliquais, la communication c'est une recette et dans chaque vidéo je vais essayer de développer certains ingrédients. Si vous en manque quelques-uns, vous n'irez peut-être pas au bout de la recette et vous ne comprendrez pas forcément la communication dans sa globalité. Donc dans les vidéos précédentes, j'ai déjà développé, présenté les deux grands piliers de communication, c'est-à-dire le reproche et la valorisation. Et donc là on passait au troisième, c'est-à-dire les excuses. Je vous expliquais donc que le problème des excuses, c'est que très souvent, soit on n'en fait pas, parce que c'est pas simple d'aller dire à l'autre « je plaide coupable, j'ai tort », alors que je ne le pense pas, je ne pense pas avoir tort à 100%. Soit on va faire des excuses, mais très souvent elles sont tiédasses, elles sont assez inefficaces. On espérait apaiser l'autre, qu'il nous pardonne, qu'on puisse passer à autre chose, et de toute évidence ça ne fonctionne pas. Même quand on s'excuse 350 fois, le vieux dossier est ressorti à chaque dispute. Donc on se dit, ça sert à rien de s'excuser, je le fais pour passer à autre chose, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être que déjà le premier souci des excuses, c'est sa définition, celle qu'on nous a enseignée depuis qu'on est enfant. Depuis tout petit, même à l'école, on nous contraignait à aller présenter nos excuses à la grande sœur, aux petits camarades, on nous y obligeait, et ça voulait dire donc finalement s'excuser, c'est s'écraser, c'est aller dire à l'autre j'ai tort, tu as raison. C'était aussi une manière de dire on n'était pas d'accord, on n'avait pas le même point de vue, on va mettre en lumière finalement ce que l'autre a ressenti, et moi ce que j'ai ressenti, on va le nier, ça passe à la trappe. Bref, ça ne fait pas forcément rêver les excuses. C'est un petit peu, ça nous donne le sentiment de s'écraser, d'être oublié, et ça blesse pas mal l'ego. Donc c'est normal qu'on n'ait pas envie de le faire, surtout que qui estime avoir tort à 100%? Très souvent, même quand on se dit « bon, c'est vrai que j'ai un petit peu parlé d'une manière désagréable, j'aurais pu le dire autrement, j'aurais pu faire attention, voilà. » Mais d'un autre côté, il y a une part de nous qui se dit « oui, l'autre, il n'est pas mieux, l'autre, il m'a mal parlé 3 jours avant. » Puis, en même temps, vu la manière dont l'autre me l'a demandé, c'était pas bien fait non plus. Bref, pourquoi ce serait à moi d'aller m'excuser alors que l'autre n'est pas parfait non plus? Qui va prendre en considération ce que moi j'ai ressenti? Donc voilà pourquoi déjà les excuses c'est problématique, c'est que la définition elle est plutôt très désagréable. Donc ça va être important que chacun, dans le couple ou dans l'équipe de partenaires, avec votre enfant, avec votre père, votre mère, peu importe, vous décidiez d'un commun accord de modifier ensemble et de manière synchronisée votre définition des excuses. Au cabinet, j'invite les couples à changer cette définition et à se dire « je m'excuse plus pour plaider coupable ». Savoir qui a tort ou raison, on s'en fout, c'est très subjectif et puis on ne sera pas d'accord sur cette question de toute façon. Moi-même, c'est pas moi qui viendrai vous dire en séance « vous avez tort à 70% et madame à 30%. Non, pas du tout, ça c'est pas possible. Par contre, l'idée ça va être de dire à l'autre « je suis pas d'accord avec toi, je te comprends pas forcément non plus. Ce qui pour toi est quelque chose d'énorme, pour moi c'était une broutille. Personnellement, moi ça ne me blesserait pas comme ça t'a blessé toi. Mais on s'en fout que je comprenne ou pas. Je vais respecter, je vais considérer, je vais donner de la considération à tes ressentis. Ce que tu ressens est important, parce que tu es important pour moi. Donc je ne vis pas bien avec ta souffrance. Je ne vais pas forcément être d'accord avec toi, ni faire tout ce que tu attends de moi. Mais en tout cas, je vais mettre des mots, de la reconnaissance, un regard sur ce que tu ressens. Je ne vais pas faire comme si de rien n'était, passer à autre chose en attendant que la crise passe, comme on le fait très souvent. Bien sûr, on ne va pas se séparer à chaque dispute. Donc très souvent, on met un pansement propre sur une plaie sale en se disant « ça va passer ». Et souvent, ça passe d'ailleurs. On finit par aller mieux. On oublie parfois même l'incident, le sujet de la dispute. Et on se dit « bon, tant mieux, ça a été oublié ». Comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, le souci, c'est qu'on est face à un incident, on est face à un souvenir. Notre mémoire ne se rappelle pas forcément de tout. Mais par contre, les interprétations qu'on a eues à ce moment-là, elles restent. C'est-à-dire que la plaie, elle est sale, elle est bien infectée. Même si on ne la voit plus cachée sous un pansement, même si on l'oublie, elle continue d'agir et d'avoir des effets. Pour vous donner un petit exemple assez concret pour vous montrer à quel point l'interprétation peut laisser des traces, plus que l'incident en lui-même. J'ai eu un couple où justement, monsieur me disait moi j'en peux plus à chaque dispute, madame, depuis des années, elle me ressort le même incident. Je suis arrivée un jour 5 minutes en retard à son spectacle de danse, et depuis, elle me ressort à chaque fois. De toute façon, tu t'en fous de moi, je suis pas importante, bref. Mais pour 5 minutes, quoi. Vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même excessif, c'est exagéré, elle est folle. Je comprends pas, surtout que une fois, je suis arrivée 2 heures en retard au baptême de sa nièce, et elle m'a rien dit, elle m'en voulait pas. Alors je demande à madame, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de 5 minutes? Et pourquoi vous lui en voulez pas pour les 2 heures de retard pour le baptême? Alors déjà, elle me dit, au baptême, il avait eu un souci avec sa voiture, il avait crevé sur la route, donc il n'avait pas le choix, ça n'avait aucun sens, ça ne voulait rien dire. Par contre, à mon spectacle de danse, qui était très important pour moi,
que j'avais préparé toute l'année. Monsieur, il avait 5 minutes de retard, alors que monsieur, il faut savoir qu'il est très ponctuel. Pour les choses importantes, il est très ponctuel, voire même en avance. Pour son patron, il arrive toujours 2-3 minutes en avance pour préparer ses dossiers, préparer le café, montrer qu'il est vraiment investi dans son travail, qu'il le prend au sérieux, montrer une forme de respect et de considération à son employeur, qui cherche certainement à impressionner aussi. Pour son patron, il est toujours à l'heure, voire même une fois où il y avait des soucis avec le transport, il n'était pas sûr de pouvoir arriver à l'heure, donc il a dormi sur place. Bref, maintenant qu'on connaît le profil de monsieur, vous saurez que pour les choses importantes, il est toujours à l'heure. Donc quand il arrive 5 minutes en retard à mon spectacle, eh bien, j'ai le sentiment de ne pas être importante. Alors qu'en plus, moi, juste à côté, j'avais une copine, son compagnon est arrivé 20 minutes en avance. Il est arrivé avec des petites choses à grignoter, être sûr qu'elle allait bien, pour avoir aussi la meilleure place dans le public et pouvoir l'admirer pendant son spectacle. Que monsieur aime la danse ou pas, il lui a donné le sentiment d'être importante. Et moi, quand j'ai vu ça à côté de moi, je me suis dit, pourquoi moi, j'en vaux pas la peine? Pourquoi monsieur, il peut arriver 2 minutes en avance pour son patron, et pour moi, 5 minutes de retard, on s'en fout, c'est que moi. Voilà comment elle a interprété les choses. Donc en fin de compte, 5 minutes de retard, c'est parfois beaucoup plus grave que 2 heures de retard, selon l'interprétation qu'on y a accrochée. Donc bien sûr, on peut vite aussi oublier ce type d'incident, se dire, bon, l'autre est arrivé en retard 5 minutes, bon, et puis 3 jours après, j'y pense même plus, 10 ans après, n'en parlons même pas. Mais peut-être que si à ce moment-là, j'ai eu le sentiment de ne pas être important pour l'autre, si ça a pris du sens pour moi, eh bien ce sens, il va rester. Il va modifier toute ma façon d'être avec l'autre. Est-ce que je peux donner le meilleur de moi-même, être souriant, être ouvert à quelqu'un, alors que gravé en moi, il y a ce doute, parfois même une certitude que l'autre ne tient pas à moi, que l'autre ne me respecte pas, ne me considère pas, me juge, n'en a rien à faire de ce que je ressens. Bref, toutes ces petites choses qu'on a ressenties très fugacement pour des broutilles. Et ces broutilles vont s'effacer, mais la plaie reste infectée. Donc les excuses, normalement, ça ne devrait pas être aller s'excuser d'un incident. Les incidents, on ne peut pas être d'accord tout le temps. Et puis surtout, est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'on a raison, c'est très subjectif. Mais dire à l'autre, si tu as été blessé, ça me touche, ça ne me laisse pas indifférent, c'est important. Et même si je ne te comprends pas, on va en parler. Je ne vais pas passer à autre chose. Ça, c'est important parce que c'est ce qu'on attend finalement, de la reconnaissance. Et pas seulement que l'autre nous dise « Oui, c'est bon, je suis désolée, je m'excuse. » Non, mais si, je m'excuse, je sais, je t'ai mal parlé. Avec tout mon langage corporel qui est en train de dire « Bon, c'est bon, on passe à autre chose. Là. Je me suis excusée, là, c'est bon, c'est bon. » Non, parce qu'en fait, moi, je me suis déjà pardonné moi-même. Personnellement, ça m'empêche pas de dormir. Tout ce que je sais que t'arrêtes de faire la tronche, là, j'en peux plus. En fait, on a souvent ce sentiment que l'autre, quand il vient s'excuser, eh bien, c'est juste pour passer à autre chose, pour se débarrasser du problème, pour qu'on arrête de lui faire la gueule. Alors qu'en fin de compte, ce qu'on aimerait savoir, c'est que l'autre vit mal avec notre souffrance. Que l'idée que quelque chose nous ait touché, blessé, eh bien, ça lui pose un vrai problème. Il va pas bien si on va pas bien. Parce que ça fait partie des définitions qu'on se fait de l'amour. On se dit souvent, quelqu'un qui m'aime ne vivra pas bien avec ma souffrance. Pour vous donner un exemple très concret de ce principe, imaginons qu'on ait un enfant qui est en train de souffrir le martyre à l'hôpital, je prends une image bien forte pour que ça vous parle, eh bien, on aura tendance à tous imaginer les parents de cet enfant à la maison avec d'énormes cernes, insomniaques, en train de se ronger les ongles, en n'étant vraiment pas bien. On sera même plutôt très étonné et très surpris, on aura tendance à les juger si on les voit sortir en boîte de nuit et s'éclater pendant que leur enfant est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se dire quelqu'un qui aime son enfant ne peut pas aller bien tant que son enfant va mal. Eh bien, ce principe, il s'applique aussi dans le couple ou avec n'importe quelle relation avec une personne qui nous est proche. Si cette personne tient à moi, si elle m'aime, qu'elle me comprenne ou pas, si je vais mal, ça la touche. Elle va pas faire comme si de rien n'était. Donc des fois, on se dit, bah oui, en même temps, si je vais parler avec l'autre, ça va relancer le conflit. On se dit, on va calmer le dragon, on va pas faire de bruit, on va éviter le sujet. Eh bien, au contraire, si lors d'un rendez-vous hebdomadaire, vous mettez les pieds dans le plat à dire à l'autre, tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet, tu te rappelles l'autre jour, je sens que ce que je t'ai dit, ce que j'ai fait, ça t'a blessé, et moi, savoir que tu vis mal quelque chose, ça me touche, ça me perturbe, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais je veux qu'on en parle parce que ce que tu ressens est important, tu es important. Voilà, ça va être la première chose, donner de la reconnaissance. Ensuite, faire attention à ne pas minimiser, sans le vouloir, avec notre langage corporel, avec le choix de nos mots, qui sont totalement inconscients, et puis on essaie de minimiser, de prouver à l'autre qu'il se prend un petit peu la tête pour rien. Faut pas abuser non plus, il n'y a pas mort d'homme. Quand on dit à l'autre, oui, non mais je sais, non mais je t'ai mal parlé, je suis désolée, j'ai pas été très, très sympa, j'aurais pu mieux faire. Tout mon langage corporel, les j'ai pas été très, j'ai été un peu, bref, on choisit des termes et on exprime à l'autre finalement, oh, c'est bon, c'est pas grave. Enfin, moi personnellement, ça m'aurait pas blessé, ça m'aurait pas touché. Donc si moi ça ne me touche pas, je comprends pas que ça touche toi. C'est moi qui décrète ce qui est important et ce qui l'est pas.
Si moi je n'en aurais pas pleuré, je vois pas pourquoi tu te fais toute une montagne pour ça. C'est le sentiment, c'est le message qu'on envoie à l'autre. Comme si parce qu'on n'aurait pas été touché par ce que l'autre ressentait, eh bien l'autre ne devrait pas être touché de cette manière-là. L'autre est excessif, il se prend la tête pour rien. Bref, il est maniaque, il se prend la tête pour pas grand-chose. C'est le sentiment qu'on donne à l'autre, donc au moment de s'excuser, on envoie un jugement, on envoie du reproche. Alors que l'idée, c'est vraiment d'exprimer qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, mais de lui dire si quelque chose, eh bien, qui pour moi est une broutille, toi te met dans un état qui est très douloureux, c'est que c'est important pour toi. On s'en fout de savoir si est-ce que c'est grave ou pas d'avoir rangé les manteaux sur le porte-manteau, est-ce que c'est important. On s'en fout. Ça produit quelque chose qui te fait mal, et quand t'as mal, quand t'es pas bien, quand t'es stressé, c'est grave. On ne dit pas que l'incident est grave, on dit que le ressenti de l'autre l'est. Et plus on a tendance à donner de la reconnaissance à la gravité des ressentis de l'autre, moins l'autre a envie de monter au créneau, moins l'autre a envie d'en faire des tonnes. En général, quand on revient plusieurs fois sur un même reproche, quand on peut paraître excessif, qu'on est très démonstratif de notre ressenti, c'est parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas été entendu, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été compris. Et donc on a l'impression d'être face à un mur d'insensibilité, et plus le mur nous paraît épais, plus on aura tendance à taper fort dessus. Donc le réveil sonne, je coupe la vidéo et je reprends dans la suivante.